Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire, d'accord? C'est une histoire vraie. Cela s'est vraiment passé. Il y a quelques années, je suis allé en Belgique pour la première fois dans la ville de Bruxelles. Et je me suis dit, hey, pourquoi ne pas organiser une rencontre avec les abonnés? Parce que j'ai pas mal d'abonnés en Belgique, vous savez? J'ai décidé de retrouver tout le monde à la Grand Place. La Grand Place, comment ça s'appelle en flamand? Grotmarkt ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, je vous ai rencontrés là-bas. Une vingtaine de mes abonnés belges sont venus. C'était génial de discuter avec beaucoup d'entre vous. Et je me souviens d'un moment où j'ai fait ça. Si tu en faisais partie, tu t'en souviendras aussi. On s'est tout mis en grand cercle et j'ai dit à tous mes abonnés belges, les gars, je suis content que vous soyez venus. Je suis content que vous soyez là, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai juste une petite question, je suis curieux. Combien d'entre vous viennent de la communauté flamande? Environ la moitié du groupe a levé la main quand j'ai demandé combien d'entre eux étaient wallons ou de la communauté francophone. Bien sûr, le reste du groupe a levé la main. À cet instant, c'était comme si le temps s'était figé. Tout le monde s'est tendu, les yeux écarquillés. Ils fixaient intensément les homologues linguistiques de leurs compatriotes, hésitant, attendant que le prochain fasse un geste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un peu allumé la mèche d'une sorte de bombe atomique de malaise et je me suis dit, OK mec, il faut que je désamorce cette situation d'une manière ou d'une autre. Et donc, après, je ne sais pas, 3 secondes atrocement éternelles plus tard, je me suis redressé et j'ai dit, eh bien, vous êtes tous des Belges. En un instant, comme par magie, tous se sont détendus, ont souri et ont déclaré « Oui, nous sommes Belges ». Nous sommes devenus amis et sommes allés au Delirium Bar. J'ai pris une bière à 13 degrés d'alcool, même si je n'aime pas ça. Mais en Belgique, c'est presque obligatoire. Ma règle pour l'alcool, c'est que si je dois en boire, il faut que ça tape fort et vite. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je préfère. Cependant, le but est de passer à autre chose que l'alcool. Le point, c'est qu'après avoir fait cette espèce d'expérience bizarre, genre fiasco franco-flamand, c'était juste comme le premier petit aperçu que j'ai eu pour réaliser à quel point la Belgique est terriblement unique. Parlons un peu de géographie. Et les amis joggers, oh là là, bon sang. Mais qu'avons-nous là? C'est un t-shirt Geography Now, sang de ceux qui se battent pour la liberté. Mes nouveaux abonnés doivent se demander ce que c'est et pourquoi il y a du sang dessus. C'est une vieille blague, si vous ne la saisissez pas. À cela, je réponds simplement, ne questionnez pas. Acceptez le destin, il se révélera en temps voulu. Visitez geographynow.com pour du contenu intéressant. Faites-en la promotion si c'est votre marque. C'est ma marque, je ne me vends pas. Bref, quand la plupart des gens disent « je vais en Europe », 9 fois sur 10, ils vont probablement juste en Italie, en Espagne ou en France, les endroits un peu plus sombres, pensifs, légèrement pédants. Les gens iront au Royaume-Uni ou en Scandinavie, tandis que les voyageurs compétitifs qui essaient toujours de se vanter de nouveaux joyaux cachés, qu'ils jurent avoir découverts, diront probablement quelque chose comme « Oh, j'ai découvert une plage isolée au large des côtes de l'Albanie dont personne n'a entendu parler, sauf les locaux, mais presque personne, pratiquement personne. » Personne ne crie jamais au groupe « Oh mon Dieu les gars, on va en Belgique !» Pour mes compatriotes américains, l'équivalent serait « Oh mon Dieu les gars, on va dans le Dakota du Nord !» Pas de critique envers le Dakota du Nord, vous avez plein de choses intéressantes. Route enchantée, grande concentration de bisons, tribu Sioux avec tradition et spectacle. Le Dakota du Nord est plutôt cool. Mais le point est que la Belgique n'est pas réputée pour être un pays de stations balnéaires. Je veux dire, ils ont environ 65 km de plage sur la froide mer du Nord. Et pendant environ 3 semaines par an, ils ont du beau soleil. Le reste de l'année, la situation est similaire. On pourrait même penser que cette région devrait faire partie de la Belgique. En fait, c'est une exclave de la province de Zélande aux Pays-Bas. Et voyez-vous, ce n'est qu'une partie de ce que je considère comme le véritable charme de la Belgique. Quand je pense à la Belgique, j'ai un peu l'impression que c'est comme un puzzle qui ne se résout jamais. Une fois que vous vous en approchez, d'autres pièces s'ajoutent, rendant le puzzle impossible à terminer. Vous faites un puzzle en équilibre sur un monocycle sur une corde raide, tout en résolvant un Rubik's Cube de l'autre main. Disséquer le concept de l'identité belge est déjà assez compliqué. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Prenez l'exemple de l'épisode sur la Belgique. Ce pays est comme une fusion de différentes entités. Donc en gros, elle est composée du côté nord, qui parle flamand, et du côté sud, qui parle français. Voilà, c'est ça le truc. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps en vous donnant une conférence de 847 heures sur l'histoire de la Belgique, parce que personne, même les Belges, ne veulent faire ça.
Bon, je vais juste vous donner la version très rapide, un résumé en mode note de synthèse, d'accord? En gros, les Romains sont arrivés, les locuteurs latins, badabing badaboum, c'est comme ça que la partie française a évolué. Ensuite, des peuples germaniques sont arrivés, je crois, vers le 9e ou 10e siècle. Ou quelque chose comme ça, c'est comme ça, badabing badaboum, que les Flamands ont évolué à partir de là, voilà. Et puis, au fil des siècles, ils ont été conquis par différents royaumes et empires, blablabla. Bla bla. En 1830, ils trouvent un gars allemand pour être leur roi et ils deviennent la Belgique. Et dans le monde de l'ascension monarchique, 1830 est considéré comme tardif car seulement 2 autres pays ont adopté une monarchie après la Belgique. C'est comme les Émirats arabes unis et le Bhoutan, techniquement. Ensuite, vous savez, certaines personnes diront « Eh bien, en fait, les Émirats arabes unis étaient juste une communauté séparée de cheikhs qui avait déjà un système monarchique héréditaire. » Quoi qu'il en soit, la plupart des pays n'adoptent pas de monarchie après le 19e ou le 20e siècle. Bref, on s'éloigne du sujet, mais c'est fou de voir à quel point Bruxelles est divisée. Ça se ressent vraiment quand on y va. La ville semble avoir une fusion délibérée. En marchant dans une ruelle, on remarque des bâtiments étroits avec des façades à pignons à gradins ou en cloche, typiques de l'architecture néerlandaise classique. On a l'impression d'être dans un quartier d'Amsterdam, mais ensuite tu fais 2 rues et soudain tu te retrouves dans un quartier avec de larges avenues et des immeubles haussmanniens en pierre couleur crème, typiquement français. C'est comme si tu venais d'entrer dans Paris. C'est presque comme si toute la ville se battait avec elle-même pour voir quel côté de sa double identité va devenir le plus dominant. C'est étrange, mais une fois que tu dépasses le choc culturel, tu commences à réaliser que cette ville est vraiment chaleureuse. Immédiatement, tu es frappé par les odeurs sucrées et salées des innombrables boutiques de gaufres au chocolat, juste à côté des restaurants de moules frites qui servent des seaux de moules avec des frites à tremper dans une mayonnaise spéciale. Au fait, à mon avis, je m'en fiche, je vais juste le dire, la Belgique fait le meilleur chocolat d'Europe. Suisse, j'ai goûté ton chocolat. Bof. La Belgique, oh mon Dieu, la Belgique gagne. Viens te battre avec moi là-dessus. Je m'en fiche. Les Belges battent les Suisses. Les Belges vont se battre avec toi là-dessus et gagner, car ils ont un meilleur chocolat. Désolé, la Suisse, tu perds. Essaie d'être neutre dans ce combat. Je viens d'énerver environ 9 millions de personnes, pas pour la première fois. Et en plus, tu as ces petites librairies chaleureuses qui vendent de vieux livres anciens. Et il y a aussi beaucoup de boutiques de bandes dessinées parce qu'ils sont célèbres pour leurs bandes dessinées, comme les Schtroumpfs, Astérix et Tintin. Ils ont une station de métro entière consacrée à Tintin. D'ailleurs, j'ai lu toutes les bandes dessinées de Tintin, même celles qui étaient extrêmement racistes et qu'ils ont dû réviser en ajoutant un avertissement pour le public contemporain. La bande dessinée a été créée dans les années 40, soyons honnêtes. N'étant pas belge, je ne peux pas parler en leur nom. Si tu es belge, n'hésite pas à me corriger si tu penses que j'ai tort dans mes propos. Et je suis juste quelqu'un qui observe de l'extérieur, mais si tu rencontres des Belges et si tu observes la société belge, tu remarqueras qu'il y a un sujet qui n'est pas vraiment abordé de façon confortable. Beaucoup, mais c'est une partie vraiment bien établie et connue de leur structure sociale. Prenons l'exemple de la culture, des médias et des personnages historiques belges, et tout ce qui englobe l'influence que la Belgique a pu acquérir au fil des années. Il semble toujours y avoir une sorte d'accent dominateur sur le côté français des choses, malgré le fait que les Flamands représentent en réalité la majorité du pays, soit environ 60%. Même pendant la période coloniale, la France imposait le français et non le flamand dans ses colonies en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. Quand vous tombez sur des bandes dessinées belges ou de la littérature ou quoi que ce soit, ce sont toujours les œuvres en français qui sont prioritaires pour être exposées et distribuées en premier, pas celles en flamand ou même en néerlandais. Pourquoi cela? C'est parce que historiquement, le français était en quelque sorte considéré comme la langue aristocratique utilisée par la haute société, tandis que le flamand était plutôt vu comme la langue de la société agraire, soi-disant de sous-classe. En raison de sa particularité démographique linguistique, la Belgique a toujours eu une gestion très compliquée, ce qui a conduit à 6 réformes de l'État depuis les années 70. Cela les conduirait à avoir probablement la forme de gouvernement la plus étrange au monde. La Bosnie-Herzégovine est encore pire car malgré leurs liens familiaux, ils ont des différends. Les Belges sont divisés en 2 familles distinctes, voire 3. Nous y reviendrons. C'est si compliqué que je dois faire un graphique animé pour vous aider, car des images amusantes et colorées facilitent l'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, le pays est divisé en 3 régions. La Flandre, le côté flamand néerlandophone, la Wallonie. La Belgique est divisée en 2 régions principales, le côté francophone et Bruxelles, la capitale. Bruxelles est officiellement bilingue avec tous les services offerts en français et en néerlandais, malgré une population à 80% francophone et son enclavement en Flandre, ce qui complexifie la situation.
La Belgique a aussi des gouvernements pour les 3 communautés linguistiques, servant tous les citoyens. La Belgique est composée de 3 communautés, la communauté flamande, la communauté française et une petite communauté germanophone située dans l'est de la Wallonie, dans la région d'Eipen-Malmedy. C'est exact, les zones germanophones sont considérées comme faisant partie de la Wallonie. Elles n'ont pas leur propre région. Bien qu'elles ne représentent donc qu'environ 1% de la population, les communautés ont leur propre statut. Mais ce n'est pas fini. Il existe certaines communes situées dans une région où l'on parle la langue opposée à celle de la région et qui bénéficient de services et d'installations linguistiques pour s'adapter. Elles se trouvent principalement le long des frontières. Actuellement, il y en a presque 30, 4 communes néerlandophones et 2 communes germanophones en Wallonie, tandis qu'il y a 12 communes francophones pour les francophones en Flandre et 9 dans les zones de la communauté germanophone. Et maintenant, voici le grand final. Chaque région et communauté a son propre parlement égal au gouvernement fédéral, sauf la communauté flamande qui a fusionné avec la région flamande pour fonctionner comme une seule entité. En résumé, il y a 5 parlements et le gouvernement fédéral, soit 6 entités complètes avec un statut co-officiel et égal, mais ayant des rôles distincts et non chevauchants. Que veux-je dire par le fait qu'ils ne peuvent pas se chevaucher? Tous les parlements sont coégaux, mais chacun a ses propres rôles distincts. Pensez-y comme ceci. Imaginez un magasin de détail, d'accord? Vous avez 3 employés. Tous ont le même salaire, mais l'un est caissier, l'autre plie les vêtements et le dernier remplit les rayons. Ils ont tous leurs propres tâches individuelles, mais ils sont tous égaux en termes de salaire et de statut d'employé. Il est possible que la personne responsable du pliage des vêtements ne soit pas très appliquée dans son travail. Cela pourrait justifier un licenciement. C'est un peu comme le gouvernement belge, en quelque sorte. Le gouvernement fédéral est responsable de la défense, de la politique étrangère, de la justice, de la sécurité sociale, des finances et des chemins de fer. Les régions sont chargées de légiférer sur l'économie, les transports, l'environnement, le logement et les infrastructures. Les communautés sont responsables des lois sur l'éducation, la culture, les médias, la santé et les politiques linguistiques. Cela signifie que le gouvernement fédéral ne peut rien faire en éducation et que les gouvernements régionaux ne peuvent légiférer sur la politique étrangère. Les gouvernements communautaires ne peuvent pas légiférer en matière de transport. Les gouvernements régionaux et fédéraux sont égaux, mais ont des fonctions distinctes. Parlons du gouvernement fédéral, qui est surprenant compte tenu de la complexité de la Belgique, avec les Flamands, les Wallons, les communautés, le français et Bruxelles. Et puis mettez-les tous dans une pièce et dites-leur d'essayer de se mettre d'accord sur des choses. C'est ça le gouvernement fédéral. La Belgique est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale. Oui, comme nous l'avons mentionné, ils ont un monarque ou un roi dont le rôle est principalement cérémonial, mais il a tout de même certains pouvoirs comme nommer les premiers ministres et signer certaines lois. Mais ensuite, ça devient vraiment compliqué et étrange parce que pour former un gouvernement, ils doivent faire beaucoup de... Pour ça, il me faut un Belge. Alors les gars, dites bonjour à mon numéro 1, mon Belge préféré que j'ai rencontré par hasard au Turkménistan. Jules, salut Barbs, c'est sympa de m'appeler. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis en train d'enregistrer ces images à l'avance en faisant semblant qu'on a une conversation en temps réel, mais en réalité, je recolle les clips ensemble pour donner l'illusion d'un vrai dialogue. Je comprends, je lis juste la partie que tu m'as envoyée. Jules, explique-moi le fonctionnement du gouvernement belge comme si je n'y connaissais rien, avec des mots simples. Tout d'abord, ce sera impossible pour toi. Le gamin avec des lésions cérébrales s'en sortira. Le Parlement fédéral belge est bicaméral. Le vote est obligatoire en Belgique. Une fois les votes comptés, chaque parti connaît le nombre de sièges obtenus. Un parti est souvent représenté d'un seul côté de la barrière linguistique. Donc, cela signifie que, selon que tu vis en Wallonie ou en Flandre, ton bulletin de vote et les personnes ou les partis pour lesquels tu peux voter peuvent être complètement différents. Est-ce que le roi a un rôle à jouer dans tout cela? Dans tout ça, j'allais justement expliquer. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Quoi? Le roi nomme maintenant un formateur, généralement le chef du parti ayant le plus de sièges à la Chambre. Cela peut varier. Cette personne va rencontrer les autres chefs de parti pour essayer de voir qui aimerait former une coalition avec lui. Il va s'entretenir avec les autres chefs de parti. Parce que en Belgique, pour former un gouvernement fonctionnel, il faut au moins 76 sièges à la Chambre des représentants, autrement dit, une majorité de 50 plus un des voix pour pouvoir faire passer une loi fédérale ordinaire à la Chambre. Les partis doivent faire des compromis et se disputer surtout. Et tant qu'ils n'ont pas fini de se disputer, nous n'avons pas de gouvernement. Et ce n'est pas si rare, la Belgique a été sans gouvernement de nombreuses fois au cours des dernières décennies. Ah oui, et vous n'aviez pas aussi un record du monde pour être resté sans gouvernement? C'était 500 et quelques jours. C'était quoi cette histoire?
Notre génération dorée du foot n'a pas gagné le mondial, mais nous sommes champions du monde pour la plus longue formation de gouvernement. 541 jours en 2011 pour former un gouvernement, c'est long. Pendant ces périodes, la Belgique ne s'arrête pas de vivre. La vie continue, les gens s'en moquent. Et souvent, un gouvernement d'affaires courantes gère l'essentiel. Au fait, Si tu es élu au Parlement belge, il faut maîtriser le néerlandais et le français pour bien comprendre les débats, car c'est un vrai mélange linguistique ici. malgré l'inflation, nos estimations nominales sont plus basses que celles du gouvernement précédent. Le gouvernement soutiendra votre travail avec une réduction de la charge. Salut Joël, est-ce qu'un Allemand lambda de la communauté allemande intervient parfois en allemand au Parlement? Il en a le droit, mais est-ce que... Quelqu'un va écouter une minorité? Je comprends. Ah, c'est mignon, mais assieds-toi maintenant. Papa et maman Flandre et Wallonie discutent. Vous avez de la chance qu'on fasse tant d'efforts pour vous, les 1%. Et je viens de mettre en colère 80 000 Allemands. Merci de m'avoir invité, Barbs. Et si je peux juste avoir l'attention des gens de la géographie encore quelques secondes? Oh, d'accord. Si vous parlez couramment le néerlandais, avez entre 18 et 35 ans, laissez-moi vous présenter Mundero Travel. Mundero est une agence de voyage qui vous fait découvrir le monde. Je suis guide touristique ici et profite de la vie. Si nos circuits vous intéressent, nous serions ravis de vous accueillir en 2025 ou plus tard. Merci Paul. À bientôt mon pote. Julia, tu es guide touristique maintenant. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu ne travaillais pas déjà pour... t'as trouvé un nouveau boulot. Génial. Félicitations, Julia. C'est chez Mondaro Travel. Il est guide touristique là-bas. C'était aussi un peu bizarre la façon dont tu as demandé des personnes parlant couramment le néerlandais alors que tu disais tout en anglais. On aurait pu ajouter des sous-titres si tu voulais. Tu sais, c'est fait, peu importe. Merci Joel d'être dans la vidéo. Donc, on vient de parler de toutes ces complications législatives concernant la Belgique, n'est-ce pas? Mais tu sais ce qui est encore plus fou. L'histoire ne s'arrête pas là, car ça devient encore plus compliqué. Il y a des sections de la Belgique qui sont découpées de façon insensée et dispersées de manière totalement incohérente à travers tout le pays et chez leurs voisins. Si tu regardes de près la partie est du pays, l'Allemagne possède 5 enclaves à l'intérieur de la Belgique, mais elles sont seulement séparées par une seule voie ferrée de quelques mètres de large qui appartient à la Belgique. Donc tu peux littéralement marcher en ligne droite en Belgique, entre deux parties de l'Allemagne, le long de la rivière Lys, à la frontière avec la France. Ils ont des petites enclaves échangées de chaque côté de la rivière. Puis, bien sûr, il y a la fameuse ville de Bar-le-Nassau où les frontières traversent littéralement des bâtiments entiers et la règle est que tu paies des impôts au pays où se trouve ta porte. Donc, techniquement, tu pourrais reconstruire ta porte de l'autre côté si tu voulais changer de fiscalité. Et en plus de ça, Bruxelles a fait ça une province entière appelée Luxembourg qui est plus grande que le pays du Luxembourg lui-même. Tu sais ce qui est encore plus fou? Il y a longtemps, un groupe de Luxembourgeois a déménagé dans le Wisconsin et ils ont appelé la ville Belgique. Et c'est encore plus fou, un groupe de Belges a aussi déménagé dans le Wisconsin et ils ont appelé leur ville Luxembourg. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'au nord des deux, il y a deux autres villes appelées Bruxelles et Namur. Namur étant la principale ville de Wallonie. Pour être honnête, le Wisconsin est l'État le plus alcoolisé d'Amérique, donc ce n'est pas vraiment surprenant qu'ils aient donné des noms comme Frog Station sous l'effet de l'alcool. Sugarbush, Bolt et Random Lake, ou alors s'ils sont juste devenus paresseux et ont volé plein d'autres noms d'endroits comme Alaska, Danemark, Pologne, Moscou, Vermont, Wyoming et Little Chicago. J'adore les gens du Wisconsin, je l'ai souvent répété, chaque Américain devrait avoir un ami du Wisconsin. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un du Wisconsin qui ne m'a pas fait éclater de rire. Mais cette vidéo ne parle pas du Wisconsin, je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, la Belgique, je sais que c'est un peu un thème récurrent pour les autres pays d'Europe de se moquer un peu de vous. Et ils disent que vous êtes un peu fade, que vous n'êtes pas assez intéressant. Et je sais que parfois même, vous êtes très autodérisoire. Vous dites « Oh, mon pays, blabla ». Mais je vais être honnête. Quand je suis allé à Bruxelles et que j'ai même conduit un peu en Wallonie, quand j'ai découvert votre pays, j'ai été fasciné. Je n'ai jamais vu un endroit avec un tel contraste démographique aussi marqué, mais qui arrive quand même à garder une certaine prestance et dignité. Au milieu de tout ça, c'est fou parce qu'on dirait que vous devriez vous effondrer, mais vous ne le faites pas. Il y a quelque chose chez vous, vous avez besoin les uns des autres et vous restez unis. C'est la chose la plus étrange qui soit et je pense vraiment que c'est votre plus grand atout. C'est un peu comme ça que je vois la Belgique. Vous êtes la chose la plus chaotique qui fonctionne et ce genre de choses me fascine. J'aimerais que le monde vous voie sous cet angle, à la fois confus et unique. Si ça a du sens. Voilà, c'est ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Restez cool, restez à l'écoute.